Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel aujourd'hui j'ai encore la joie d'accueillir Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour Thérèse. Alors, nous avions déjà fait un premier podcast ensemble, mais qui parlait plus de ton parcours un petit peu personnel. C'était plus un témoignage de vie, on va dire. Je vais quand même t'inviter à te représenter pour que nos auditeurs et auditrices puissent te resituer. Et aujourd'hui, on va faire un podcast plus en rapport avec tes études et ton métier. Et donc, c'est tout autour de l'histoire de la mode. C'est vrai qu'on avait été un peu limité dans notre premier podcast et là, on voulait vraiment avoir le temps toutes les deux de développer ce sujet et de voir ensemble en quoi à la fois la mode a eu un impact sur la morale, les mœurs, la féminité, etc. Et en quoi en même temps l'évolution des mœurs, de la morale a eu une influence sur la mode. C'est vraiment donnant-donnant, j'allais dire, et ça s'influence mutuellement et c'est ça qu'on veut voir. Parce que je pense qu'on a tendance aujourd'hui, malheureusement, à ne pas voir et peut-être ne pas vouloir comprendre l'impact de la mode sur nous. Et également, il faut apprendre à travailler sur toutes ces notions de liberté, d'émancipation de la femme, etc. Parce qu'on nous fait croire que la femme est libre, elle est indépendante, elle fait ce qu'elle veut, elle choisit ce qu'elle veut. Et finalement, en étudiant toute cette histoire de la mode, on comprend que finalement, il n'y a pas tant de liberté que ça et que beaucoup de choses sont aussi imposées à la femme et non pas pour le bien commun, comme on le disait juste avant, mais plus pour un peu la jouissance personnelle et c'est loin de nous procurer le bonheur. Donc, on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui et principalement de l'histoire de la mode, on va dire des années 1900 à nos jours à peu près. Alors, avant que je ne m'emballe et que je commence déjà le sujet, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors, donc je suis Lucille Guillaumin, je suis maman de 5 enfants et donc j'ai laissé un peu de côté pendant un petit moment ma passion de théâtre et de mode pour m'occuper de mes enfants. J'enseigne les arts appliqués aussi dans une école de la tradition. Et puis sinon, voilà, je m'occupe de mes enfants. Et c'est déjà beaucoup d'occupation. C'est déjà pas mal, voilà. Mais on sent que tu as, enfin en tout cas moi de toutes les discussions qu'on a eues ensemble, on sent vraiment que tu as cette passion de cette thématique du vêtement, mais comme beaucoup de gens à qui j'ai déjà parlé ou que j'ai déjà reçu sur cette chaîne. Mais ce qui est vraiment particulier avec toi, et c'est pour ça que j'aime bien nos discussions, c'est vraiment ton regard un peu, je vais peut-être pas dire d'historienne, mais en tout cas voilà, de professionnel, d'universitaire, c'est vraiment ton sujet que tu as beaucoup étudié, etc. Et c'est ça que je trouve intéressant d'essayer de prendre un peu du recul sur ces choses-là. Alors, est-ce que tu peux commencer tout simplement à nous montrer un petit peu, je sais qu'a priori, tu as un peu fait ça par jalon, voilà, des années 1900 à nos jours, quelle a été un peu l'évolution de la mode et à quoi ça correspond aussi, pourquoi on a vu ces évolutions, à quoi ça correspond dans l'histoire ou dans l'histoire de la femme, etc. Voilà, je te laisse commencer. Merci Thérèse. En fait, c'est vrai que quand on commence à mettre le doigt dans la mode, on met un peu le doigt dans la psychologie féminine et dans l'histoire de la société parce que le vêtement représente, comme l'art d'ailleurs, ce que ressentent les gens et aussi la société ambiante donne comme idée ou idéologie à l'être humain. Et donc là, je me cantonne au 19e et jusqu'à nos jours, parce que sinon, on en a pour des heures. Mais voilà, ce qui est important, c'est de voir qu'au 19e siècle, il y a eu plusieurs éléments qui ont, je dirais, donné des élans à la mode en négatif ou positif, et en particulier les grandes guerres. Bien sûr, on peut dire que déjà la fin du 19e siècle, avec toutes les inventions, l'ère pardon, je cherche mes mots. L'ère de la révolution industrielle,
eh bien, avait donné voilà, un essor avec des vêtements où la femme pouvait avoir des activités comme le vélo, comme le ski. En fait, on était plus déjà dans les sports, enfin, voilà, la femme commençait à quitter un petit peu son foyer, puis il y avait des activités qui devenaient à la mode, la mer, tout ça. Et ensuite, à la naissance du XXe siècle, avec encore des progrès au niveau des voitures, des moyens de locomotion comme le train, du coup, on a adapté les vêtements, on a adapté la vie qui changeait, les mœurs qui changeaient aussi. En fait, on a adapté les vêtements aux besoins de Voilà. ceux qui les portaient. Voilà, ça s'est fait dans ce sens. Là, c'est sûr, on voyait beaucoup de jupes-culottes qui se faisaient pour le vélo. Alors, là, en Amazon, c'était encore tout à fait la mode pour le cheval. Mais voilà, on allait à la mer. En fait, il y avait les mœurs changeaient. Et ça, il faut s'adapter aussi. Enfin, c'est un ensemble des choses, quoi. Il y avait une autre vision de la société. Donc, voilà, on adaptait le vêtement. Et je pense que on peut adapter le vêtement, c'est tout à fait raisonnable. Mais ce qu'il faut analyser, voilà, c'est pourquoi après, il y a eu des changements. Et en fait, à partir de la Première Guerre mondiale, donc il y a eu des souffrances extrêmes. Et les femmes ont été quand même livrées à elles-mêmes pendant cette période. Elles ont dû tenir les charrues, elles ont dû fabriquer les munitions, elles ont dû tenir les fermes, les maisons. Elles étaient seules pour gérer la famille et le reste. Et prendre la place prendre des rôles qui jusque-là Voilà. étaient réservés. Alors ça a été extrêmement difficile, hein, en plus parce qu'après les hommes ne sont pas revenus. Oui. Et les femmes, beaucoup de femmes n'ont pas pu se marier parce que les hommes étaient morts à la guerre. Mais voilà, les premières actrices, les premières égéries qu'on a voulu mettre à la une des premiers journaux féminins commençaient à se dire les premiers mouvements féministes étaient déjà depuis fin du XVIIIe siècle. Mais là, voilà, les femmes qui étaient féministes ont vu qu'elles étaient capables. Oui, et du coup, c'est un peu cet élan d'émancipation qui a commencé à naître à partir de la Première Guerre mondiale. Et l'idéologie ambiante a voulu les faire grandir, ces femmes. Et notamment par des personnes qui écrivaient, des actrices, et qui les montraient voilà, en pantalon, en train de faire monter dans les premiers avions. Et ensuite, donc on peut dire les années folles, hein, on le voit bien avec la perte du corset à partir des années 20, avec le grand créateur Paul Poiret, qui fait des robes avec des coupes toutes droites, où on ne voyait plus les formes de la femme, ni sa poitrine, ni sa taille, ni ses hanches, c'était tout droit. Et c'était un peu la liberté du corset. Donc en fait, ce corset a été tellement un carcan pendant des siècles, hein, depuis le XVIe siècle jusque dans les années 1919, hein, je dirais, hein, début des années 20, les femmes portaient le corset. Et surtout dans les années 1900, où on l'appelait le sans-ventre, donc il étranglait littéralement les tailles. Et bien après, les femmes ont trouvé ça extraordinaire. Ça a été un balayement. On part dans l'extrême inverse finalement. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut plus de corset, mais du coup, on veut plus du tout ne plus souligner la taille féminine, par exemple, voilà. Etc., qui peut souligner ses cheveux aussi.
Avant, on les remontait, c'était invraisemblable de couper ses cheveux. Et là, on l'appelle la mode à la garçonne. On coupe les cheveux très courts, au carré. Et donc, on appelle ça les années folles parce que, oui, c'est un peu un élan de folie qui règne. C'est un peu cette effervescence de la jouissance après-guerre. Et alors, il y a quand même des très grands créateurs qui ont essayé dans les années 30, ensuite la taille va quand même se redessiner dans les années 30 et 40. Et donc après, voilà, on arrive dans la Seconde Guerre mondiale. Et donc là, il y a encore des souffrances, encore la guerre, encore des restrictions. Et donc là, il y a une deuxième page qui se tourne. Donc c'est l'après-guerre 45. Et là, alors c'est un peu deux courants parce qu'on voit des grands créateurs comme Christian Dior dans les années 46-47 qui crée une mode ultra féminine, justement où on va remettre le corset. On va remettre ces formes très larges, des hanches généreuses, une poitrine généreuse, et puis ces longueurs qui étaient extrêmement élégantes, où il fallait être à 37 cm du sol exactement. Donc, on était au début du mollet. Et avec tous ces chapeaux, ces créations de chapeaux. Et c'est sûr que donc, tous les créateurs du début des années 50 vont avoir un succès fou parce que justement, ils redonnent un certain élan à la féminité qu'on avait perdu dans les années 20 et dans les années 30. Mais il y a quand même toujours cette notion d'élégance, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin c'est quand même intrinsèque encore à l'homme et à la femme, d'avoir cette élégance et de paraître devant les autres bien habillés, bien tenus. Les ouvriers allaient à l'usine en costume 3 pièces et ils avaient tous un chapeau. Ça, c'était... Ça, on le voit encore enfin, moi, je le vois à la campagne, il y en a qui sont encore comme ça, qui sortent jamais sans leur casquette, qui ont leur veston alors qu'ils sont agriculteurs. C'est ça. Et en fait, cette élégance, cette éducation de l'élégance, mais aussi de la bonne tenue, je dirais, être une gardienne il n'y a rien à faire de l'image que l'on renvoie envers les autres. Parce que comme on dit, la première chose que l'on voit chez quelqu'un, c'est un peu comment il est habillé et comme il se tient. Et quelqu'un qui est élégant, le premier message qu'il renvoie, c'est cette personne se respecte. Oui, et respecte les autres aussi. Et respecte les autres. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de cette nostalgie des mamies de campagne qui avaient leur jolie robe pour le dimanche. Et puis, forcément, la semaine, elles portaient leur blouse qui n'était pas très, et là, pour le coup, élégante. Mais elles étaient vraiment femmes, elles étaient accueillantes. Et je vois maintenant dans les produits, les publicités, quand ils veulent parler de quelque chose qui est bon, ils vont parler des mamies d'antan, ils vont parler de ces femmes d'antan. Par contre, maintenant, on n'a pas le droit de reproduire, hein, c'est pas possible. Bon, voilà, du coup, je voulais revenir à cette après-guerre. Et en fait, on a quand même beaucoup été influencés par les États-Unis, puisque c'est eux qui ont, entre guillemets, délivré la France. Mais c'était assez intéressé. C'est-à-dire que du coup, au niveau des mœurs, ils ont pu nous imposer les musiques et la mode. Mais pas que la mode,
surtout la vision du corps et la vision de la mode. Parce que là-bas, forcément, c'est le capitalisme, voilà, un peu chacun doit réussir parce qu'on est protestant. Donc, on n'a pas la même vision du combat sur terre que les catholiques. Ça, c'est vraiment important. Et du coup, il y a toutes ces notions d'égocentrisme qui ont été véhiculées par les idées américaines en France, ensuite dans les années 60. Donc, on va avoir l'apparition des grandes stars de rock'n'roll et là, des mœurs qui vont avec. Et on va glisser de plus en plus jusqu'à mai 68 dans cette idée de jouissance, mais personnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas se paraître devant les autres pour paraître bien, mais on va se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on va vouloir être à l'aise dans les vêtements sans forcément se préoccuper de l'allure que l'on a. Et encore une fois, on sent qu'il manque un petit peu la notion on en parlait juste avant, de bien commun. C'est vraiment ma jouissance personnelle. Parce que comme tu dis, c'est pas une mauvaise chose en soi que de se dire, tiens, le vêtement évolue, on va être un peu plus confortable dans nos vêtements, ça va être un peu plus pratique par rapport à nos activités. Ça, c'est pas mauvais en soi. C'est une nécessité même, je dirais. Voilà. C'est une nécessité extrême, de plus penser au bien commun, de plus respecter, de ne plus respecter les autres. Voilà. Et de plus s'interroger sur les raisons de la mode. Comme tu le disais, la mode, elle est plutôt neutre, on va dire. Voilà. Mais c'est un peu aussi l'utilisation qu'on en fait. Là où il faut prendre du recul, c'est voir bien qu'il y a deux choses. C'est l'idéologie que véhicule le vêtement, qui est intrinsèque au vêtement. Et ensuite, ce qu'on va prendre pour le vêtement, pour qu'il nous rende un service, c'est-à-dire il doit être plus pratique, la vie devient plus active, on se déplace plus, donc oui, il faut l'adapter. Et ça, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qu'il faut, c'est garder toujours les mêmes règles de décence et de bienséance vis-à-vis de l'autre. On paraît devant l'autre, on s'habille pas que pour soi. Bien sûr, il y a un certain confort qu'il doit y avoir. Puis dans les matières, il y a une évolution des matières. L'industrie du tissu a fait beaucoup de recherches et de découvertes qui ont été très intéressantes au niveau des textiles. Mais en fait, je dirais, on pourrait s'habiller, on pourrait prendre des styles différents. C'est juste qu'il faut toujours garder en tête que le vêtement doit être modeste, décent et élégant. Et ça... Et on peut ajouter le filtre un peu du beau, du bon et du vrai. C'est-à-dire ça doit être féminin parce qu'on est des femmes. Voilà, ça doit être notre style et ça doit respecter nos activités. Ça doit aussi être bon, comme tu dis, la modestie, la décence, l'élégance. Et beau, évidemment, nous porter... Et beau, ça ne veut pas dire avoir des robes en soie, des trucs hyper chics, hyper chers. C'est juste une harmonie, des couleurs, voilà. Et c'est là où vient le côté pratique. C'est là où il faut adapter. Voilà, on va pas se mettre... dans son jardin, comme on va ou qu'on va un soir au restaurant. Et c'est très important de savoir ça. Mais du coup, voilà, à partir des années 68, des mai 68, où il y a eu cette révolution et cette révolte des ordres établis, là, ça a été une explosion. En fait, les années 60 ont été une explosion au niveau de la mode. C'est-à-dire que c'était la première explosion, elle a été dans les années 20, où on a voulu libérer la femme de son corset. Et là, on a voulu la libérer sexuellement. Donc, là, les jupes, c'était plus des mini-jupes, c'était des ceintures. On voit dans certains chanteurs, les danseuses, c'était une catastrophe, mais c'était... comme dans un cabaret, quoi. Enfin, c'est vrai qu'on s'en rend compte. Mais... Et le problème, c'est que certains chanteurs sont très appréciés. Et c'était une faute, mais
phénoménal d'habiller les danseuses comme ça. Je veux dire, c'est du coup après le bon peuple, bah, il mélange tout. Pourquoi ça serait mauvais, je veux dire, d'exhiber un corps de femme? Le chanteur, il est gentil. Oui, non, c'est vrai. Voilà. Et puis après, bah, cette actrice, elle se tient très bien dans sa vie. Elle se met en pantalon. Bah, pourquoi pas? Elle est très féminine, ceci dit. Donc en fait, on va brouiller les pistes en fait. On va faire, c'est vraiment une bombe. Les années 60, mai 68, c'est une bombe dans les mœurs. Et une bombe à retardement qui après va venir dans les années 70, ou alors les années 70, c'est un peu le mouvement paix, voilà. Voilà. Et après les années 80, où là, on a encore une mode qui va se mesurer à l'homme avec des épaules très larges, un style très bureaucrate masculin. Dans les années 80, la femme va emprunter beaucoup au vestiaire masculin, c'est-à-dire le blazer, la jupe qui est de plus en plus droite, de plus en plus crayon. On n'est pas encore dans les tailleurs vraiment pantalons, mais on y vient. Les cheveux, bon alors voilà, après il y a les mouvements musicaux hein, où on n'a plus d'exemples, donc les exemples ça va être des chanteurs, les exemples ça va être des actrices. Et on n'a plus de modèles à proprement parler. Voilà, on n'a plus de modèles de gens vertueux. Voilà, c'est ce que la société met en avant. Voilà. Bah, c'est ce qu'on va voir forcément. Voilà. Donc, on va suivre ces modèles-là en toute bonne foi. En toute bonne foi. Et la mode a encore des jupes relativement longues, des chemisiers assez corrects hein, au niveau des décolletés, tout ça. Dans la mode, je veux dire, de tous les jours. Après, voilà, on commence dans les années 80, du coup, avec cette mode où les épaules sont très larges, du coup, on va commencer avec l'avenue du jean des États-Unis, donc qui a commencé à venir dans les années 70, hein, le jean, le pantalon jean, du coup, qui va être masculin et féminin. Et on va commencer, dans les années 70, à voir une certaine mode androgyne, avec la venue du jean. Et ce jean, voilà, c'est extraordinaire parce qu'on peut tout faire avec. Et on va lui donner un petit côté même distingué. Parce qu'on va l'allier avec des blazers, avec des vestes tailleurs, avec des talons, avec des chignons. Ça, on le voit encore à l'heure actuelle. Hein. Ah, mais les gens pensent que le jean, c'est chic. Ah, tout à fait, mais vous allez voir des conseillères en images qui vont vous dire que le jean est tout à fait élégant. Alors que le jean, il est à part entière, il vient à part entière du milieu d'éleveurs hein, aux États-Unis et des cow-boys. D'or et de machin. Hein. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est très solide. Mais voilà, le jean n'est pas élégant. C'est pas du domaine de l'élégance. Après, je suis pas en train de vous dire enlevez toutes vos jupes en jean pour faire du jardinage ou pour. Elles peuvent être très pratiques, mais voilà, je pense que c'est pas élégant. Par exemple, on met pas du jean à un mariage, on évite à la messe. Voilà, la matière, je parle. Voilà, la matière, parce que je vois des formes qui, alors. En fait, maintenant, on arrive à faire des toiles qui sont beaucoup plus fines et qui ont cet aspect bleu qui est apprécié. Moins brut que, oui. Voilà, moins brut que ce jean, voilà. Mais voilà, on a voulu le mettre un petit peu à toutes les sauces. Et alors, dans les années 80, les chanteurs étaient... c'était vraiment le top de la mode d'être tout en jean. Blouson, chemise, un peu comme les cow-boys. Hein,
Et puis, voilà, les chaussures. Et donc, ce jean, il perdure dans notre société. Même si maintenant, on le voit, il est décliné dans des couleurs différentes. Ça fait partie des basiques à avoir, en tout cas, comme tu dis. Sur les blogs de mode ou autres, c'est qu'est-ce qu'il faut avoir dans son placard. C'est une veste blanche, enfin une chemise blanche, un jean, un blazer, et ça, c'est une petite robe noire, les basiques. Tu sais, les choses vraiment bien féminines. Voilà. Et c'est vrai que du coup, ça maintenant, ce jean, il est très, très ancré dans notre société. Et ensuite, pour revenir à notre sociologie des années 80 à nos jours, eh bien, à partir des années 80, où les mœurs étaient quand même bien attaquées, où les gens avaient vraiment pris des habitudes de s'habiller pour le plaisir, les vacances, les week-ends. En fait, on est dans la jouissance. Les lois qui ont du coup permis les vacances, les congés payés, enfin voilà, toutes ces choses-là ont fait qu'on oubliait le bien commun et on est vraiment dans la jouissance du vêtement, et avec ces repères déjà éclatés, comme je disais tout à l'heure, à cause des chanteurs et des spectacles, de la télévision, où on met des choses comme le jean, on dit que c'est élégant, la veste, le blazer, c'est élégant pour la femme, et on mélange les styles. Et en fait, c'est à la mode de mélanger les styles. Et là, la haute couture a eu vraiment a vraiment mis sa patte, c'est-à-dire que c'est elle qui a promu tous ces mélanges-là et qui a mis vraiment en avant ces idées, déjà qu'on peut s'habiller autant bien en homme qu'en femme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On fait les sorties d'école, les sorties des lycées, et on voit que les enfants, mais depuis l'âge de 6 ans, ils sont tous habillés pareil. Tous. Basket, jean ou jogging, parce que maintenant, le jogging est devenu. Voilà. Maintenant, c'est même plus le jean. Maintenant, c'est trop râpeux le jean. Oui, voilà. Donc, vraiment c'est quelque du chose jogging maintenant. Et puis bientôt tous en pyjama, parce que. Voilà, parce qu'il faut quand même supporter la matière, quoi. Voilà. Donc voilà, là, c'est la semaine dernière, je faisais une sortie de collège et école-collège, et ils étaient tous habillés pareil. Donc legging ou jogging, et garçon-fille, basket. C'est ça qui est très bien. Et pour revenir sur quelque chose que tu disais là sur la mode qui mélange aussi tous les styles, etc. J'en avais parlé dans une chronique d'actu, je pense, l'année dernière, de cette dernière mode qui consiste à être moche et à mettre exprès plein de choses qui ne vont pas ensemble. Oui. Et ça, il y avait beaucoup d'influenceurs qui le faisaient, etc. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que je pense que tous les styles peuvent exister, ça me choque pas. Voilà, il y en a qui préfèrent le style bohème, il y en a qui préfèrent un truc un peu plus chic, enfin, le style romantique. Voilà, il y a un peu de tout. Ça, tout à fait. C'est normal, c'est un peu pour tous les goûts. Je pense que c'est corrélé à une personnalité. Ça, c'est pas du tout gênant. Par contre, faire un style moche, enfin, prendre exprès des choses qui ne vont pas ensemble, ça me dépasse. Ça, je me dis, mais en fait, c'est pas un style. Ça, c'est vraiment vouloir se démarquer d'une façon complètement stupide par un manque de maturité, en fait. Enfin, c'est un peu comme quand on est ado et qu'on s'habille un peu provoque ou je ne sais quoi. Mais voilà, c'est pour faire juste pour attirer l'attention sur nous. Et là, c'est un peu ce qui se passe dans la mode. C'est juste qu'est-ce que je vais faire pour attirer les regards, mais même des regards qui vont me trouver moche à raison. Enfin, me trouver pas moi, mais mes vêtements, quoi. Mais en fait, tout est bon pour attirer l'attention, quelle que soit la façon dont on le fait, en fait. Oui, en fait, c'est vraiment significatif de la personne qui n'est pas mature, qui n'est pas adulte. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en recherche.
Mais cette mode-là où tout est permis, ben, l'homme est tout le temps en recherche puisqu'il ne trouve pas sa personnalité. Et c'est fait pour, en fait. Les influenceurs, en fait, les influenceurs qui sont tout le temps en train d'influencer, ben, arrêtez de vous faire influencer, soyez bien dans vos baskets au lieu de toujours prendre exemple. Là, je vois la dernière influence, c'est les grandes chaussettes. D'accord. Les grandes chaussettes, mais c'est immonde. Alors, les filles, elles sont en cycliste, en crop top et avec des grandes chaussettes. Bon, voilà, en fait, c'est parce qu'il va falloir trouver le dernier truc qui n'a pas été trouvé chez la copine d'avant. Mais essayez prenez du recul et essayez de prendre du recul par rapport à ces images, à ce flot d'images et à dire, mais en fait, je suis quoi, moi ? Je suis quoi là-dedans ? Qu'est-ce qui va m'apaiser ? C'est pas tout le temps être à la recherche de quelque chose. Il n'y a rien à faire. Hein. C'est le beau qui apaise. Après, je pense que c'est vraiment une éducation qu'on doit donner à nos enfants. Parce que je vois ma fille hein, qui a bientôt 13 ans. Elle me dit, tu sais maman, moi j'aime les grandes robes, les grandes jupes, mais ça va être tellement difficile d'aller contre le regard des autres. Mais c'est pour ça que c'est très important d'éduquer au beau et d'éduquer parce que c'est quand même je dirais un bouclier face à cette déferlante d'influenceurs. Oui, que les ados ou les jeunes comprennent pourquoi ils font les choses, comprennent la signification du vêtement aussi, comprennent ce que c'est la mode, l'influence, etc. Ne pas se braquer bêtement contre la mode, par exemple. Moi, je pense que laisser nos enfants justement s'habiller d'une façon moderne et, je dis pas laide, hein, mais Non, je veux mais dire, tout à fait. des vêtements qu'on trouve dans le commerce, etc., je pense que c'est pas mauvais. Et au contraire, il faut qu'ils puissent aussi s'approprier la mode, mais d'une bonne façon, justement, comme on le disait. La mode n'est pas forcément mauvaise en soi, mais il faut apprendre à prendre du recul par rapport à elle, ne pas se laisser influencer par les choses mauvaises et piocher ce qu'il y a de bon, enfin, surtout à l'heure actuelle. C'est sûr que la mode n'a plus grand-chose d'intéressant, mais bon, on peut quand même s'habiller de façon moderne. En fait, il faut penser qu'un vêtement a un message à apporter. Et quel est le message que je veux dire ? Quel est le message que je veux donner à l'autre ? Je veux lui montrer que voilà, il y a des couleurs qui me rendent joyeux. Il y a des formes qui me permettent de me rendre à l'aise suivant la forme de mon corps et d'être aussi que je suis quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui va respecter l'autre. L'autre personnalité aussi. Voilà, sur les styles, une fille qui est un peu plus style bohème ou style, voilà, on voit tout de suite un peu selon les couleurs, etc. Enfin, voilà, les tissus, il y a des tissus très fluides, des tissus beaucoup plus rigides. Et moi, je dis, en fait, chaque tissu a son caractère. Et en fait, on voit bien, il y a des personnes qui sont plus réglo, par exemple au bureau, on va préférer quelque chose de plus strict, ce qui est normal. Hein, mais ça, voilà, c'est encore une question de personnalité. Je pense qu'il faut apprendre à découvrir sa personnalité, apprendre voilà, le message du vêtement. Puisque, en fait, il véhicule des idées et c'est ça qui est vraiment important. J'aimerais bien, du coup, récapituler un peu les grandes idées qu'on a dites jusqu'à présent dans toute la frise historique, si je puis dire, dont tu nous as parlé, que tu nous as montré. Donc déjà, prendre du recul par rapport à la mode, par rapport aux influences, etc. Juste savoir se détacher un petit peu, ça ne veut pas dire ne pas la suivre, mais prendre du recul, voir les choses avec un peu de distance. Et aussi faire attention aux modèles que l'on choisit, parce qu'il y en a une certaine catégorie qu'on nous impose et auxquelles on ne peut pas échapper, des grandes personnalités, des célébrités, que ce soit dans le monde sportif, les acteurs, etc. Mais on peut aussi choisir
les modèles que l'on va mettre sous les yeux de nos enfants, par exemple, ou les modèles qu'on met sous nos propres yeux, les comptes que vous suivez sur Instagram, etc. Je le dis, mais faites régulièrement le tri parce que ça nous influence, qu'on le veuille ou non, même si on est convaincu de certains sujets. À force de voir des images, voilà. Donc faisons attention aux exemples, aux modèles et à l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants ou aux personnes qui nous entourent. On avait parlé aussi de la notion du bien commun versus jouissance personnelle. Donc, réfléchissons à ces choses-là. Il y a à la fois mon confort, ma personnalité, ce que j'exprime, mais aussi le fait que je vis au milieu d'autres gens et il y a aussi le bien commun qui prime, bien sûr. J'avais noté aussi le fait de se trouver sa personnalité, faire ses propres choix, voir ce qui est le mieux par rapport à nous. Et la mode nous montre effectivement à l'heure actuelle que les jeunes, par manque de maturité aussi, restent immatures très longtemps parce qu'ils ont du mal à se trouver, à trouver qui ils sont, mais aussi parce qu'il n'y a plus de sens à leur vie, il n'y a plus de transcendance ni quoi que ce soit. Donc en fait, ils sont tout le temps en train de se chercher et à travers les vêtements également. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de provocation. J'avais noté aussi le message, comme tu viens de le dire, ne pas oublier que notre vêtement fait passer un message. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant, ce podcast aujourd'hui, parce que on voit vraiment que le vêtement est lié aussi à beaucoup de sociologie, il y a beaucoup d'idéologie aussi derrière le vêtement. Et donc, il faut faire attention à toutes ces choses-là. On a essayé de nous libérer, de faire une mode très masculine, par exemple. Donc, faisons-y attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter, Lucille, par rapport à tout ça. Alors, je voulais juste une dernière petite chose, c'est aussi pour nos jeunes filles, c'est que la mode actuelle, comme elle ne couvre plus, elle prône essentiellement du coup le corps de la femme. Du coup, on prie beaucoup pour la pureté. Je vois beaucoup dans les milieux on supplie le bon Dieu que nos familles soient pures, que nos prêtres soient purs, que nos enfants soient purs. Mais la première démarche, c'est vraiment c'est la décence, la pudeur. Vraiment, il faut vraiment penser que la pudeur, c'est éduquer à la pudeur, éduquer à la décence, c'est le b.a.-ba de la pureté. On ne peut pas rendre nos enfants purs et chastes, et nos prêtres, du coup, si les femmes ne prennent pas conscience que des jupes mi-cuisses, ça ne va pas. Même si on en voit partout, même si la voisine en a. Et voilà, même si on a des belles jambes, c'est pas un argument. Et on s'est habitué à en voir, je pense que c'est ça le problème. Voilà, et puis en fait, faites attention parce que, en fait, quand vous vous tenez droite, il y a plein de mamans, je vois, elles se tiennent droite. Donc la jupe, elle est juste au-dessus du genou. Mais en fait, quand on est une maman, quand on a des enfants de moins de 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? On se baisse. On se baisse. On se baisse. Et alors, il y a des mamans qui ont une conscience et du coup qui s'accroupissent. Mais c'est quoi? C'est 1 sur 100. La plupart des mamans, elles vont se baisser. Donc moi, combien de fois j'ai vu un début de culotte pour une jupe qui était juste au-dessus du genou. Et puis vous vous rendez tellement plus digne en étant un peu plus longue. Moi, j'entends beaucoup de mamans, ah oui, mais en fait, ça me tasse, moi, j'ai pas la forme des jambes qui va, ça m'allonge. Mais ça, c'est des idées qui ont été reçues depuis les années 60. Et en fait, pour vous dire, à la chapelle, il y a une maman qui est toujours très, très bien habillée, très correcte. Elle a toujours des jupes très longues, un peu maxi. Et bien, l'autre jour, elle avait une jupe un peu plus courte, mais qui restait très décente. Je l'ai trouvée encore plus petite. Je dis, mais elle la rapetissait? Non, c'était juste un effet d'optique. En fait, quand elle met ses jupes longues, ça lui allonge les jambes. Voilà. Et elle, qui est très petite, elle s'allonge, en fait. Et là, elle avait mis...
elle faisait vraiment une petite fille, quoi, parmi les autres. Et elle paraissait encore plus minuscule parce qu'elle est toute petite. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas justement, si vous rallongez vos jupes, vous allongez vos jambes, il y a une vision d'optique qui fait que vous allongez, vous affinez et vous vous rendez plus digne. Vous avez tout à gagner. Et il y a aussi une question d'habitude, ça je veux vraiment apporter mon Ouais. témoignage un peu perso là-dessus, je crois que j'en ai déjà parlé, mais la longueur mi-mollet, c'était une longueur que je détestais avant, mais vraiment, enfin pour moi c'était impossible, donc quand j'ai un peu commencé mon cheminement vers la modestie, bah voilà, c'était couvrir le genou, mais à peine couvrir le genou, enfin c'était vraiment, pour le coup, moi j'étais au centimètre près, Ah et oui. surtout, faut pas que ça soit trop long. Et donc, évidemment, c'est pas confortable, ça reste indécent, etc., dès qu'on fait le moindre mouvement. Et en fait, maintenant, je supporte plus la longueur genou, justement. Et déjà, je trouve que ça me va pas tellement, que c'est pas joli, un genou. Enfin, voilà, j'aime pas ça. Et en plus, effectivement, la longueur mi-mollet, on est beaucoup plus confortable dedans, ça allonge la silhouette. Mais c'est vrai que comme j'avais l'habitude, je m'étais mise dans la tête comme quoi ça ne m'allait pas la longueur mi-mollet. Et ça, j'entends beaucoup de femmes qui me le disent. Et bien franchement, essayez, lancez-vous, faites-le. Et en fait, à force de vous voir dans cette longueur-là, vous allez vous apprécier, vous allez voir que c'est pas si moche. Alors après, il faut voir aussi la forme de la jupe. Il y a beaucoup de choses qui jouent, le tissu, les chaussures, etc. Mais même sans porter de talons, bon, alors par exemple, je me suis rendu compte que si j'avais une robe mi-mollet avec des bottines plates, mais donc qui remontent un petit peu au-dessus de la cheville, bon, ça, je me suis rendu compte, ça allait pas forcément avec ma silhouette. Mais si par exemple, je mets des bottes plates, hein, donc pas de talons, bah, les bottes comme ça remontent jusqu'au genou, la robe va jusqu'à mi-mollet, pas de problème, et ça va. En fait, il faut faire des tests aussi. Je dis pas que Oui. tout va forcément à tout le monde, mais globalement, on a quand même des idées reçues aussi. Et ça, il y a beaucoup de grands-mères. J'ai entendu des grands-mères pour dire que ça peut être, du coup, la grand-mère, c'est un peu le ponte dans la famille par rapport à ses petites filles. Ah là là, la longueur mi-mollet, c'est vraiment pendant la guerre. Donc, Ça donne envie. ah oui, oui. Donc, en fait, voilà, il y a eu aussi ce phénomène que, comme les longueurs mi-mollet, c'était pendant la guerre, les femmes, dès que la jupe a raccourci, ben, elles ont tout quitté parce qu'elles voulaient rejeter ces idées de la guerre, ces idées de souffrance. Je vois, c'est un peu comme ma fille qui rentre de pension. Il lui tarde d'aller se doucher et d'enlever voilà, et d'enlever son habit de la pension parce que voilà, pour le week-end, elle est plus en pension. Donc, je veux dire, en fait, il faut vraiment que les femmes pensent qu'il y a toute une reconstruction psychologique et surtout d'être docile. Je pense qu'il faut vraiment une vertu de docilité pour se dire oui, je m'habille comme ça. Oui, pour l'instant, je suis comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment je parais vis-à-vis des autres? Et je dirais même qu'il y a des maris et des jeunes gens qu'il faut éduquer à ça. Parce que je vois beaucoup trop d'épouses, en fait, les maris trouvent qu'elles sont très bien comme ça. Et c'est pour leur mari qu'elles s'habillent comme ça. Donc, voilà, des fois, la femme veut faire un cheminement, mais le mari lui dit, mais tu as des belles jambes, pourquoi tu ne les montres pas? Voilà, on voit beaucoup de cas de figure. Et je pense que c'est un peu actuellement un combat psychologique pour la beauté et la décence, oui, ce qu'on disait, le beau, quoi, l'élégance. Mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pas que pour les catholiques, le discours, là, c'est vraiment pour tout le monde. Il faut reconquérir la beauté, l'élégance, la féminité. Voilà, pour vous dire, j'ai connu une jeune femme cet été que j'ai trouvée très belle. Et pourtant, c'est une convertie, donc elle a des tatouages de partout. Mais c'est elle, je veux dire, bon, voilà, ces tatouages, elle les a. Et elle a plein de boucles d'oreilles de partout aussi. Mais j'ai trouvé très belle parce qu'en fait, elle a compris sa mission d'épouse, elle a compris sa mission de mère. Et elle était toujours habillée impeccable, à la mode, mais impeccable. Et en fait, ça allait dans son être, quoi. Alors, je ne vais pas me tatouer ni me faire des piercings dans les oreilles pour lui ressembler, mais je veux dire, elle avait sa patte à elle.
parce qu'elle avait compris et du coup, ça émane de son être, de son âme et de son être. Voilà. Pour ça qu'on c'est ça, c'est fait pour tout le monde. Ce cheminement est fait pour tout le monde et c'est vraiment un chemin de paix, de beauté qui rejaillit sur tout l'entourage. Je pense qu'il faut qu'on conclue ce podcast, Lucille, parce qu'on va encore parler pendant des heures, mais on est toutes les deux passionnées, donc voilà. Mais je trouve ça super intéressant et donc je veux rebondir encore une fois sur un terme que tu viens d'employer en parlant de reconstruction. C'est vraiment ça, il faut se réapproprier la mode, il faut comprendre tous les codes, tous les messages que ça fait passer, les idéologies, etc. Pourquoi, comprendre un peu aussi notre mécanisme, notre personnalité, pourquoi on s'habille comme ça, pourquoi c'est difficile pour nous de mettre des jupes plus longues ou je ne sais quoi, chacune en fonction un peu de ses difficultés, et essayer un peu de se reconstruire et de sortir de certains schémas, certaines choses qu'on nous a imposées et essayer de se libérer de la mode en quelque sorte. Alors ça ne veut pas dire ne pas la suivre du tout, mais en tout cas ne plus être des esclaves de la mode tout simplement. Je dirais ça comme ça. Et qui est d'ailleurs un milieu qui est quand même assez mauvais et gangréné. Donc essayons de ne pas le soutenir, j'allais dire, et de prendre vraiment du recul par rapport à ces choses-là. Merci beaucoup, Lucille, pour cet entretien passionnant. Moi, je pourrais encore parler des heures. On fera peut-être un épisode 3. S'il y a d'autres, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on aborde avec Lucille. Ça sera avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup, Lucille, pour ce deuxième entretien. Et puis, écoute, peut-être qu'il y en aura un troisième. On verra. Pourquoi pas? Je suis partante. Bon, merci en tout cas à tous et à très bientôt pour un nouveau podcast.